Bonjour à tous. Si les Français en général aiment bien tout ce qui touche à l'histoire, on ne peut pas dire que la période des Mérovingiens soit la plus connue. Chacun a entendu parler de Clovis et de son baptême, ou à la rigueur du bon roi Dagobert, mais c'est à peu près tout. Et c'est très peu pour connaître une dynastie qui a régné en France près de 3 siècles. Un historien se passionne pour cette période méconnue, le Mayennais Michel Fauquier. Il a écrit un livre de 300 pages, paru chez Armand Collat. Nous recevons aujourd'hui cet auteur au micro de Radio Fidélité Mayenne. Michel Fauquier, bonjour. Bonjour Monsieur Delors. Michel Fauquier, vous êtes agrégé d'histoire et docteur, professeur de chaire supérieure, chercheur associé à l'Université de Poitiers et vous enseignez l'histoire de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge à l'ICES de La Roche-sur-Yon. Vous avez écrit de nombreux livres sur des sujets bien différents, sur l'histoire de France, mais aussi sur Rome, Carthage, sur les Grecs, sur l'Europe. Vous vous intéressez également à l'esprit d'entreprise, à la sainteté et même à la résistance. Mais à propos des Mérovingiens, est-ce un livre d'histoire que vous avez voulu écrire ou un livre d'héritage et de patrimoine ? C'est plutôt ça. Alors c'est un ouvrage d'historien, donc c'est fondé historiquement. Mais c'est un exercice plutôt de mémoire qui consiste dans une période où on s'interroge beaucoup sur le devenir de notre nation, sur la forme qu'elle a prise, sur le chemin qu'elle va prendre, sur sa possible disparition. Eh bien, j'ai trouvé que le moment était bienvenu de rappeler ce que nous devions à la première dynastie royale française, qui a laissé en fait des traces extrêmement nombreuses, mais très discrètes. Et donc, si vous voulez, autant rappeler la marque que Louis XIV a laissée dans notre pays, je prends cet exemple où Napoléon Ier est assez simple, autant avec les Mérovingiens, eh bien, on est dans la discrétion, et je voulais faire sortir ces Mérovingiens de cette discrétion. D'accord. Mérovingiens, d'accord, mais qui était Mérové ? Alors, on ne sait pas s'il a existé. Ah. Il y a un débat, je peux le présenter de la façon suivante. Il y a ceux qui pensent qu'il a existé et ceux qui pensent qu'il n'a pas existé. Vous voyez, c'est pas trop compliqué jusque-là. Au-delà de ça, personne n'a d'argument définitif, puisqu'on est ici dans le registre de l'opinion. Si on veut lui donner une certaine profondeur historique, on dira qu'en fait, ce serait le grand-père de celui qu'on appelle Clovis, qui en fait s'appelait Clodovec. Voilà. Mais nous n'avons pas de certitude sur la substance historique de ce soi-disant roi mérovingien. En fait, assez curieusement, c'est un roi plus ancien qui lui est attesté historiquement, qui s'appelle Claudio, ça ressemble d'ailleurs, ou Clogio, ça dépend des graphies, et dont le nom évoque déjà par avance la forme du nom Clodovec. C'est le même nom en fait. Alors, donc, vous étudiez les Mérovingiens, mais ils sont quand même pas très très sympathiques, ces gens-là. Ils portent d'abord des noms affreux, ils ont les cheveux longs, c'est un monde violent, leur langage ne nous est pas accessible. Ce n'est plus la période romaine, mais ce n'est pas encore la féodalité. Tout cela ne vous a pas rebuté, Michel Fauquier ? Ben, je dirais non, c'est plutôt l'inverse. L'idée, c'était de vérifier quel était le fondement de ces avis qu'on porte sur les Mérovingiens. Alors, ils avaient les cheveux longs, il faut s'entendre. Les cheveux longs, d'abord, je ne sais pas s'il y est attaché une valeur morale ou pas. C'est en mai 68, on disait cheveux courts, idées courtes, n'est-ce pas ? Cheveux longs, idées peut-être longues, mais qui n'ont pas duré très longtemps. Le fait de porter les cheveux longs est un attribut des rois, de la famille royale. D'accord. C'est pas un attribut des francs en tant que tel. Voilà, ça les distingue. Et donc, lorsqu'on cesse de reconnaître un roi ou lorsqu'on lui dénie toute valeur royale, eh bien, on le tond. Enfin, qui est la première étape. Quand on s'arrête là, l'intéressé est bien content parce qu'il arrive que l'on aille un peu au-delà. Voilà. Pour le reste, ils ne pouvaient pas par eux-mêmes laisser beaucoup de traces parce que, comme tous les Germains, ils n'ont pas d'écriture. Ah oui. Donc, c'est grâce aux auteurs gallo-romains, byzantins,
Donc l'ensemble de l'Empire romain, souvent on oublie qu'il perdure 1000 ans quand même en Orient, on en a largement parlé, ce sont eux qui font sortir les Mérovingiens de l'ombre et qui en parlent dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. On mentionne des peuples que l'on appelle, on parle plutôt de confédération ou de fédération, qu'on appelle les Francs. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont violents ? Eh bien, c'est pas les plus violents de loin. On ne peut même pas dire qu'ils portent la violence en bandoulière ou qu'elle leur soit particulière. Ceux qui ont laissé un souvenir de violence beaucoup plus important, ce sont, parmi les populations germaines, ce sont les Vandales, dont le nom est devenu un substantif. Les Huns, par ailleurs, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que la société romaine est en elle-même une société violente, dans le cadre de laquelle les Francs vont s'insérer avec, pendant très très longtemps, jusqu'au père de Clovis inclus, et d'une certaine manière, Clovis lui-même inclus, mais la différence, c'est que si vous voulez, Childéric, le père de Clovis ou de Clodovec, connaît encore une Rome en Occident alors qu'elle disparaît au moment où Clovis prend le pouvoir, et là, il n'a plus de révérence qu'avec l'Empire d'Orient. Eh bien, jusqu'à cette période-là, les Francs sont très respectueux de l'Empire romain, ils le défendent, et ils se comportent de façon relativement pacifique. À vrai dire, leur violence ne s'est pas tellement portée contre les populations locales, donc on ne peut pas parler de violence des Francs en Gaule. Elle est plutôt interne. Elle a pris la forme en particulier d'un affrontement intrafamilial qu'on appelle une feide, on dirait vendetta, puisque la Corse est à l'honneur ces derniers temps. Voilà, un règlement de compte intrafamiliaux, si vous voulez, qui ne touche pas les populations locales. Et ce qui est d'ailleurs frappant dans les sources de l'époque, c'est que lorsque l'on parle de ces événements violents, on voit qu'ils s'entretuent, mais qui ne tuent pas les autres. On ne voit pas de noms gaulois en tant que tels. On voit des noms de dignitaires francs, de rois francs, de reines franques, ou du moins mariés à des rois francs, qui sont victimes de cette violence. Alors, ces francs-là, est-ce à eux que l'on doit la première forme de notre pays ? Indéniablement. D'ailleurs, sinon ça continuera à s'appeler la Gaule, hein, oui. Ou la Gallo-Romanie, je ne sais pas comment dire, voilà, ou une province gauloise. On l'appellerait peut-être que du nom la plus grande province gauloise est la Lyonnaise, quelque chose comme ça. Bien, de fait, ce sont les Francs, c'est-à-dire Clodovec, hein, ses fils et ses petits-fils qui vont conquérir la quasi-totalité du territoire. Il ne restera plus, en fait, à intégrer, ce sera fait par les Carolingiens, que la Bretagne et la Septimanie, que l'on appelle aussi Gothie ou Narbonnaise, ou je ne sais plus comment est-ce qu'on dit de nos jours, c'est la région de Narbonne, ça porte un nom là. En tout cas, Languedoc-Roussillon, voilà, c'est ça, on dit Languedoc-Roussillon, voilà, qui lui, en fait, n'a pas été pris aux Visigoths par les Francs, du fait de l'intervention des Ostrogoths. Alors vous voyez, les Visigoths étaient, comme leur nom l'indique, à l'ouest. Oui. Ils étaient installés en Aquitaine, ils ont été chassés en Hispanie et ils ont gardé cette langue de terre française. Et ils ont été soutenus par les Ostrogoths de l'ouest qui se sont installés en fait en Italie. Voilà. Je crois que, si je ne me trompe pas, je crois que c'est sous Louis XI simplement qu'on récupérera définitivement la totalité de cette bande territoriale. Donc l'assise fondamentale, ce sont eux. Ah oui, oui. Jusqu'à la ville de Paris, puisque la raison pour laquelle notre France a pour capitale Paris, c'est une décision de Clovis. Ben justement, dans l'héritage des Mérovingiens, il y a ce statut de Paris. Lutèce change de nom. Mais est-ce qu'elle a aussi changé de visage ? Alors, oui et non. Les Francs ne sont pas des bâtisseurs. Oui. Bien. Ce sont des conquérants, ce sont des guerriers, jusqu'à un certain point des administrateurs, assez bien inspirés. D'ailleurs, ils ont assez vite compris que les Romains avaient inventé quelque chose de génial qui s'appelle la razzia sans guerre, auquel nous avons finalement donné le mot d'impôt.
ils ont trouvé cette chose absolument géniale qui consiste à obliger les gens à verser tous les ans un argent, en plus prévu à l'avance, si vous voulez, sans avoir à sortir les armes. Les Francs étaient épatés quand ils ont vu ça, et ils ont immédiatement décidé de garder ce beau système que l'on appelle le fisc. Alors le fisc, chez les Romains, ça vise à la fois le domaine de l'État et l'administration qui s'occupe de la gestion de ce domaine et plus largement de la perception des impôts. Et donc ils vont garder ça et des tas d'autres choses. Ils vont très bien s'entendre avec les évêques qui ont pris en large part de l'administration de la Gaule. Et pour le reste, ils vont soutenir essentiellement des fondations religieuses. Et c'est ainsi que Paris va connaître la construction de 33 édifices religieux qui sont liés aux Mérovingiens, mais dont nous avons perdu la trace parce que ces édifices ont été construits, reconstruits, re-reconstruits, et ils ont fini quasiment par disparaître. Donc on a un peu les fondements. Oui, des monastères. Monastères, oui. Voilà, dont il y a la cathédrale de Notre-Dame de Paris est en fait sur l'emplacement des deux cathédrales. Il y avait deux cathédrales mérovingiennes, vraisemblablement parce qu'il y avait la fameuse, ce qu'on appelle la cathédrale des catéchumènes et la cathédrale des chrétiens ordinaires, voilà, qui se faisaient face à face. Et en fait, il faut imaginer que le chevet de l'actuelle Notre-Dame était la Notre-Dame des Mérovingiens, et que le porche de l'actuelle Notre-Dame était la Saint-Étienne des Mérovingiens, qui se faisait face. Voilà. Et c'est exactement sur cet emplacement-là. Voilà. Et des tas d'autres. Ce serait trop long de les énumérer, et puis ça n'évoquerait pas nécessairement grand-chose. Pour le reste, ils se sont contentés de récupérer le substrat romain. C'était une ville dans laquelle il y avait un certain nombre de monuments, dont certains célèbres. On parle des arènes. Ils sont en fait un amphithéâtre, ou un théâtre d'ailleurs. Voilà, bon, c'est ce genre de choses, les thermes. Ce n'est pas eux qui les ont construits, en fait. Ils les ont entretenus, pour une partie restaurés. Childebert va organiser des jeux dans les arènes ce qu'on appelle les arènes de Lutèce. On est là au VIe siècle. En 1996, on a fêté, sous François Mitterrand, le 1500e anniversaire du baptême de Clovis. Le pape Jean-Paul II est venu à Reims pour évoquer ce 25 décembre 496. Mais s'agit-il du baptême de Clovis ou du baptême de la France ? Alors, il faut s'entendre sur plusieurs points. La première chose, c'est que tout le monde s'accorde maintenant. Je fais partie de ceux qui ont participé au débat. C'est un des objets de cet ouvrage, sur le fait que la date de 496 n'est vraisemblablement pas celle du baptême. Après, le débat commence. C'est-à-dire après, chacun a sa date. Ça serait postérieur, c'est ça ? Ah oui, tout le monde s'accorde à dire que 496 est beaucoup trop rapide. C'est assez peu probable pour toutes sortes de raisons. En particulier, c'est une année durant laquelle les Francs sont très occupés à consolider justement leur territoire et leur conquête et ont autre chose à faire. Sans compter qu'il faut un certain temps avant d'être baptisé, même si on peut arguer du fait que Clovis est un personnage un peu particulier, qu'il s'agit d'un roi, il reste que, pour autant, l'Église ne fait pas n'importe quoi, et que le temps de catéchuménat ou catéchuménat, comme vous voudrez, habituel, est, disons, d'1 an, à minima, souvent 2, parfois 3. Bien. Et donc, si vous voulez, quel que soit le moment où on place l'événement qui a déclenché le baptême, à savoir une bataille que l'on situe à Tolbiac contre les Alamans, l'actuelle ville de Zülpich en Allemagne. Elle a lieu au moment, si vous voulez, du temps des campagnes, donc on est quelque part vers le printemps ou le début de l'été. Il n'y a manifestement pas le temps, compte tenu de toute façon des autres opérations, pour organiser un baptême. Alors, les choses étant dites, il reste que le baptême a eu lieu. Il n'y a absolument aucun doute. Tout le monde s'accordait sur le fait que c'est eu lieu le 25 décembre. Récemment, Bruno Dumézil
avec lequel j'entre en dialogue sur cette question-là, a proposé de l'avancer à la veille, au 24. Je maintiens que c'est le 25, en rappelant que c'est l'origine du fait qu'on fête théoriquement la messe de la Nativité à minuit, soit on va jusqu'à minuit, soit on commence à minuit, parce qu'elle signifie que le Christ est la lumière du monde, et donc Noël, c'est bien le 25, c'est pas le 24. Quand on dit la nuit de Noël, c'est une mauvaise façon de parler, parce que en fait, la nuit de Noël, ce serait plutôt la nuit du 25. Mais on veut dire par là la nuit qui prépare à Noël, et qui est donc le 25. Donc je tiens que c'est bien le 25 et pas le 24. Bon. Pour le reste, le baptême a eu lieu, c'est un baptême catholique, parce que là, il y a tout un débat. Il y avait une autre possibilité, c'est celle qu'a choisie Clodevec. Et l'autre petit différent que j'ai avec Bruno Dumézil, c'est qu'il estime que le témoignage de Grégoire de Tours, qui certes n'est pas contemporain, mais c'est très fréquent en histoire, mentionne la présence de 3000 guerriers qui auraient reçu le soir même le baptême, ainsi que sa sœur Albofledis, bien, serait symbolique et n'aurait pas plus d'importance que cela. Moi, je tiens l'inverse. Ça correspond, en fait, ce chiffre de 3000, à ce qu'on appelle la truste, c'est-à-dire, on dirait de nos jours, la garde rapprochée du roi. Une expression moderne et plus proche, ce qu'on appelle les régiments de la maison royale, qui ne sont pas exactement des gardes du corps. Oui, 3000, c'est quand même... Oui, c'est élargi. C'est élargi, voilà. Des hommes qui sont vraiment l'entourage armé du roi, et dont la particularité est qu'ils suivent le roi dans tous ses choix. Donc, il est assez logique que le baptême de Clovis entraîne celui des membres de sa truste. Donc 3000 hommes, qui est un chiffre certainement arrondi, ça on est bien d'accord dessus, mais qui le suivent dans la cuve baptismale. Alors Bruno Dumézil dit, mais ça fait beaucoup de monde dans la cuve, etc. Je note qu'il est mentionné la présence de plusieurs évêques, ce qui à mon avis n'est pas anodin, qui est certainement dû à l'ampleur du baptême, et pas simplement au fait que c'est le baptême d'un roi, et que depuis que l'Église a été reconnue, les évêques sont habitués à baptiser des centaines de personnes tous les ans. Donc je ne vois pas franchement quel problème ça pose. Et du coup, qu'on le veuille ou non, même si ça n'a pas été voulu comme tel par Clovis, certainement pas par l'Église, parce que le baptême par essence est personnel, bien, il est évident que la portée du baptême dépasse le seul roi. Alors qu'après, on lui est donné une valeur symbolique en parlant de baptême de la France. C'est simplement une façon de parler. Mais c'est une façon de parler qui me semble avoir du sens. D'accord. Alors, bon, vous avez parlé de Clovis, on pourrait aussi parler bien sûr de Clotilde, qui a été un peu l'élément déclencheur de ce baptême, mais d'autres figures féminines de cette époque sont quand même moins sympathiques. Je pense à Frédégonde notamment, elles peuvent être brutales, sanguinaires, c'était quand même une rude époque aussi. Oui, alors, ceci dit, Frédégonde est un cas d'espèce. On lui doit à elle seule attester 14 assassinats et tentatives d'assassinat ou suicides maquillés, n'est-ce pas, dont un cas après exil, 5 cas de torture, donc 4 suivis d'exécution, 2 viols, enfin c'est pas elle qui viole, elle n'en est pas allée jusque-là, 2 cas de personnes battues, peut-être pour l'un d'entre eux jusqu'à mort ou mutilées, et une personne dépouillée de ses biens, un exilé, et il s'agit de son tableau de chasse officiel. Oui, c'est pas la douceur féminine quand même. Ah, pas du tout, pas du tout. C'est une fureur, c'est une furie. C'est quelqu'un qui est absolument décidé à aboutir, quoi qu'il arrive. Elle est d'une extrêmement simple extraction et elle devient une reine franque en épousant Chilpéric. Et elle fait le ménage littéralement autour d'elle, parce que parmi les personnes qui ont été assassinées, soit immédiatement, soit après coup, eh bien, il y a quand même les reines qui l'ont précédée, dont une est la fille d'un roi wisigoth,
ce qui représente ce qu'on appelle un mariage morganatique. Dans ce sens, c'est dans le sens où l'épouse a un rang social plus élevé que son mari, ce qui, dans les sociétés du temps, est pas habituel. Donc, elle se débarrasse, y compris d'un personnage qui a une très grande importance. Alors, même si, disons, elle choisit bien son moment pour le faire, il reste que c'est quelqu'un qui est absolument effroyable. Elle est capable de mentir sur à peu près tout, de falsifier à peu près tout, et de faire croire à peu près tout le monde qu'elle a de bonnes intentions alors qu'elles sont mauvaises. Elle a quand même, sur la fin, il a quand même fallu une démarche un peu particulière. Après la mort de son mari, on apprend qu'elle est enceinte. Ah. Oui. Or, elle a mis au monde un enfant 4 mois avant. Donc, si vous voulez, bon, et ça va, comme tout le monde est un peu ébranlé dans cette affaire-là, il va falloir organiser, en fait, ce qu'on appelle un serment exécratoire. Il va falloir rassembler des personnes, plus de 300, dit-on, qui n'ont jamais rien vu de quoi que ce soit de près ou de loin, mais qui vont jurer sur la tête de leur mère que cet enfant est bien l'enfant de Frédégonde, ce qui a suscité, disons, une certaine stupéfaction chez des gens qui savaient ce que c'était qu'une grossesse. Alors, l'histoire de France est aussi souvent liée à celle de l'Église. Cette période des Mérovingiens a-t-elle été une période de foi chrétienne et de sainteté ? De foi chrétienne, oui. De sainteté, oui. Mais il faut quand même rappeler quelque chose. Ça nous ramène à ce que je disais à propos du baptême de Clovis. C'est qu'en fait, la Gaule est partagée entre 2 foi chrétiennes qui sont hostiles l'une envers l'autre. La foi d'un certain Arius, oui, les Ariens, oui. Voilà, que l'on appelle foi arienne, les intéressés n'aiment pas beaucoup ce qualificatif qui a tourné un peu à l'insulte et préfèrent celui d'homéen, c'est-à-dire ils disent que le Fils est semblable, bien, à Dieu, sous-entendu à Dieu le Père, hein, ou à Dieu, une substance supérieure, parce qu'il y a toutes sortes de versions, c'est très compliqué, bien, mais n'est pas de consubstantiel, c'est-à-dire n'est pas pleinement Dieu comme le Père et le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Et ils emportent bien la mise dans un premier temps, parce qu'il se trouve que les populations germaines qui prennent le contrôle de la Gaule sont soit totalement ariennes, c'est le cas des Visigoths, soit très largement ariennes, c'est le cas des Burgondes. Bien. Il y a d'autres populations qui vont et qui viennent en Gaule, mais qui n'auront pas la même importance. Quant aux Francs, ils sont carrément païens. Alors l'autre, eh bien, c'est la foi que l'on dit déjà à l'époque catholique, on dit aussi nicéenne, c'est-à-dire celle qui a été définie en 325 au concile de Nicée, et qui précisément avait pour un de ses objets de condamner l'arianisme. Et en fait, qui est catholique en Gaule à l'époque ? Une petite minorité des Burgondes et les Gallo-Romains. Et c'est ça qui fait la différence. Parce qu'il se trouve que dans cette petite minorité de Burgondes, il y a Crodechilde ou Clotilde, la future épouse de Clovis. Mais surtout, il y a tout le substrat gallo-romain et l'épiscopat, qui lui est catholique. Étant entendu que les Burgondes et les Visigoths viennent avec leur épiscopat. Et donc vous avez une situation un peu abracadabrante, où vous avez, pour le même diocèse, 2 évêques et 2 foi chrétiennes. Et donc il y a un enjeu très très important dans le baptême de Clovis, qui va être un baptême catholique. Voilà. Alors la sainteté, oui. Il se trouve que chacun peut le constater, il peut prendre la référence ultime, le fameux calendrier des PTT, et regarder la liste des saints, et vérifier la date durant laquelle ces saints ont vécu. Toute personne qui fera ça sera stupéfaite. Il y a un nombre considérable d'entre eux qui sont des saints d'époque mérovingienne.
Saint-Martin, Saint-Hilaire, Saint-Honorat, Sainte-Radegonde, Sainte-Geneviève. On pourrait... Saint-Germain, du Paris Saint-Germain. Mais Saint-Germain, oui, Saint-Germain, Saint-Nizier. Voilà, on pourrait, comme ça, mais continuer la liste de façon interminable. Ils sont environ 300. Voilà. Et donc, ils ont fortement marqué les choses. C'est un sujet dont nous reparlerons, parce qu'il est un peu complexe, du fait des débats qui ont eu lieu autour de la forme de reconnaissance de la sainteté, qui précisément s'est cristallisée à l'époque mérovingienne. Eh bien, merci beaucoup Michel Fauquier de nous avoir éclairé sur les Mérovingiens, ces inconnus. Je vous rappelle le titre de votre ouvrage, Ce que nous devons aux Mérovingiens, paru chez Armand Collin. Merci beaucoup, Monsieur Fauquier. Merci, Monsieur Delors.